Bien, oui, pardon pour cette interruption, je reviens sur l'idée. Ça signifie quoi? Ça signifie que, pour Dagonier, faire l'épure, faire le classement, ça signifie que on gagne en efficacité. Au fond, il y a deux manières. Le réel nous dépasse toujours et bien classé, c'est d'abord bien organisé et la condition de l'organisation, c'est la condition de l'efficacité. Autrement dit, plus le message est travaillé, plus le message est réduit à l'essentiel, mieux il passe. Donc, là encore, peut-être j'aurai l'occasion de le redire, on voit qu'il y a quelque chose d'assez malicieux du côté de Dagonier. Je disais tout à l'heure, c'est le moment de Foucault, c'est le moment de Derrida, c'est le moment de la critique du pouvoir disciplinaire, c'est le moment de la critique des classements. Alors, si vous prenez les mots et les choses, et combien d'autres textes, si vous prenez la reproduction, si vous preniez les héritiers de Bourdieu et de Passeron, bref, si vous prenez tous ces textes-là, vous allez avoir l'effet inverse. Classer, c'est hiérarchiser, classer, c'est dominer. Dagonier dit, ce n'est pas une approche matérialiste. L'approche matérialiste, elle vise à aller à l'essentiel, parce que plus on esquisse, plus on va à l'essentiel, mieux on voit. Mieux on voit, plus c'est efficace. Quel est le meilleur instrument de propagation du message? Ce n'est pas l'amplitude, c'est la réduction. Plus vous réduisez et mieux vous réduisez le message, mieux il se propage. Son indice de propagation est corrélé à sa valeur iconologique. Je donne très rapidement deux exemples pour ne pas être jargonnant, ce n'est pas mon intention. Je prendrai deux exemples. Premier exemple, il me semble qu'il y a une boutade de Lénine qui dit ça très bien. Il dit quoi? Vous la connaissez sans doute. Le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Autrement dit, ça veut dire que l'idée, c'est très bien. Vous voyez, l'idée, c'est très bien. Dire que les hommes sont tous égaux, dire qu'il faut lutter contre ceci ou cela, dire que, etc. Évidemment. Mais vous avez beau avoir la plus sublime idée du monde, si votre message, si le message qu'il apporte est foisonnant, touffu, trop long, incompréhensible, illisible, ça ne marche pas. Vous voyez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas au sens de ça ne l'alimente pas. L'énergétique révolutionnaire, par exemple, l'énergétique révolutionnaire passe par quoi? La plaquette, le tract. C'est quoi un tract? C'est la forme condensée, c'est la forme concentrée, la forme essentielle des idées. Sans vouloir ajouter dans les digressions, ce qu'on appelle la révolution numérique ou les nouvelles technologies aujourd'hui, montre parfaitement l'efficacité de ce procédé. Vous voyez? Contrairement à ce qu'on croit, dit Dagonier, réduire, c'est pas appauvrir. Réduire, c'est pas appauvrir, puisque quand on minimise, paradoxalement, on maximise. Exemple. On peut dire que la critique du capitalisme, c'est la lecture de Marx plus les temps modernes de Chaplin. Autrement dit, la vision et la scène célèbre que vous connaissez, je pense, à peu près tous, du corps agité de soubresauts sur la machine, du fait que le corps lui-même soit à l'image de l'objet sur lequel il travaille, fait plus pour montrer les dégâts ou les méfaits du capitalisme. Pourquoi? Parce que sa valeur iconologique, elle est immédiate. Sa valeur iconologique, elle se transfère en un clin d'œil. Donc, je crois que ce travail et cette attention de Dagonier aux figures, aux graphes, aux diagrammes et à l'image
montre que la matériologie est aussi cette science des images et cette science de la propagation des images. Évidemment, on a un problème, c'est que cette science des images, cette science de la propagation des images, elle souffre depuis, Dagonier dit quasiment le départ, c'est-à-dire elle souffre depuis le début, l'origine même de la philosophie, elle souffre d'un problème qui est que l'image est absolument mal aimée des philosophes. L'image est mal aimée des philosophes et, plus généralement, les philosophes, nous dit Dagonier, n'aiment pas la matière. Les philosophes n'aiment pas la matière. Ça signifie que si on va chercher, par exemple, et il le fait fréquemment, c'est quasiment comme ça qu'il commence tous ses textes, si on va chercher du côté d'une philosophie qui est celle de Platon, on va s'apercevoir qu'on a initialement une dévalorisation du sensible. Qu'est-ce que c'est que la matière? La matière, c'est non seulement ce qui est informe, mais c'est surtout ce qui va servir à porter les choses. La matière, c'est ce qui, de fait, contredit l'esprit lui-même. L'intelligible perd en efficacité quand il s'inscrit dans la matière, c'est-à-dire l'esprit perd en efficacité quand il se matérialise. De là, je crois qu'on a une difficulté face à la philosophie de Dagonier. On pourrait se demander si, finalement, à force d'aborder la totalité des thèmes, à force d'avoir travaillé à la fois sur la médecine, l'histoire des sciences, l'esthétique, etc., on pourrait se demander si cet éclectisme ne lui joue pas des tours et si on ne peut pas lui faire un certain nombre de reproches. Bon. Est-ce que dans ce qu'il appelle le grand bazar, la citation que je donnais tout à l'heure, est-ce que dans ce grand bazar, il y a seulement un sens ou est-ce qu'il y a seulement même une logique? Est-ce qu'à force de vouloir mélanger les genres et transgresser les frontières, est-ce qu'on ne risque pas de se perdre dans une espèce d'inventaire à la Prévert? Alors certes, jubilatoire et riche parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais dont on peine à repérer le point de vue d'ensemble. Je cite Dagonier lui-même dans le texte, toujours le même, qui s'appelle « Une philosophie à l'œuvre ». Voilà ce que dit Dagonier. « N'est pas philosophe celui qui se disperse, va de tous côtés ou court après tant de lièvres. Le philosophe creuse, analyse. Il évite le piège tendu à l'essayiste ou à l'amateur, happé par la diversité. Il me paraît indispensable de réfuter cette objection. Et d'abord, je note que contrairement à la légende, tout philosophe s'est répandu et a traversé de nombreux domaines au risque de s'y perdre. Bref, je suis entré dans une autre maison que celle de la philosophie, mais afin de mieux comprendre celle-ci et de lui apporter une sorte de butin. Je m'attarderai très brièvement sur ce propos et il me semble que ce propos suggère deux choses, nous montre deux choses. On peut en retenir deux points essentiels. Le premier, c'est quoi? L'histoire de la philosophie, contrairement à ce qu'elle laisse parfois entendre, n'a absolument rien de neutre. L'histoire de la philosophie n'est pas neutre et de plus, il est très probable que, je le disais rapidement, au moins depuis Platon, elle ait toujours préféré l'unité à la diversité, l'un au multiple, l'être à l'apparence, la profondeur à la surface, etc. Pour le dire plus nettement, elle a sans doute toujours été intéressée davantage par l'esprit que par la matière. Intéressée davantage par l'esprit que par la matière, Dagonier va jusqu'à dire que la philosophie a en fait horreur du matérialisme et qu'elle a toujours cherché à s'en débarrasser. Au fond, les philosophes ont construit une notion de la matière qui leur permet de s'économiser le problème et de le chasser. Dès lors, le philosophe qui va se disperser, c'est-à-dire celui qui ne sera pas du côté de l'être mais de l'apparence, le philosophe qui se disperse aura vite fait d'être soupçonné de superficialité. Et évidemment,
de survol, de dilettantisme. Dès lors, est-ce que c'est encore de la philosophie? Le peu de goût des philosophes pour les philosophes inclassables, inassignables, et on sait très bien que de l'inclassable au déclassé, il n'y a qu'un pas. Deuxième remarque, l'emploi du terme de butin dans la citation de Dagonet n'est pas anodin. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas anodin? Parce que, il me semble, il est allé voir du côté des sciences pour une raison particulière. Les sciences au sens large, c'est-à-dire la médecine, la chimie, la biologie, la géologie. Pourquoi est-ce qu'il est allé voir là? Parce qu'il y voit, et il y a vu, une autre manière de poser les problèmes, question de la méthode, et il y a vu surtout, je crois, une autre manière de les faire apparaître, ou si on préfère, une autre manière de faire voir les choses. Je m'attarderai peut-être un tout petit peu sur ce point que j'avais annoncé tout à l'heure. J'y reviens un tout petit peu. J'avais commencé cette présentation en disant, je crois que l'imaginaire matérialiste, il est directement lié à ce qu'on peut appeler la promesse de la modernité. Bon. Cette promesse de la modernité, elle renvoie à deux auteurs qui ont un rôle absolument déterminant chez Dagonet. Le premier, c'est Diderot, et le second, c'est Auguste Comte. J'en dis un mot très vite, alors qui demanderait de plus amples développements, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Pourquoi Diderot? Diderot, vous le savez, c'est peut-être d'ailleurs vous avez assisté à l'excellente conférence sur Diderot lui-même. Diderot d'abord, c'est le penseur ou l'artisan de l'encyclopédie. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'encyclopédie? Chez Diderot, c'est l'idée que l'encyclopédie, c'est l'équivalent graphique, c'est l'équivalent pictural de la création du monde. Au fond, l'encyclopédie, c'est la réponse qui est faite à la Genèse biblique. C'est une autre manière de percevoir les choses, c'est une autre manière de rendre visible l'invisible. Rendre visible l'invisible, vous voyez qu'on recroise ce que j'indiquais tout à l'heure sur l'iconologie de Dagonet. Qui veut faire comprendre doit recourir à une forme de schématisme, et qui veut faire comprendre doit réfléchir à la manière de diffuser le plus largement possible les connaissances. Et ce projet de l'encyclopédie, on en retrouve l'ambition chez Dagonet. Évidemment, il y a une ambition encyclopédique chez lui, puisque c'est l'encyclopédie qui va lui permettre, en quelque sorte, d'accomplir le matérialisme et de porter à son terme le projet même de la modernité. Bon. Et le second auteur à qui, je crois, Dagonet doit énormément, c'est Auguste Comte. Alors, c'est Auguste Comte pour une multitude de raisons, mais j'en vois une en particulier et j'en isolerai une en particulier. Alors, d'une part, Comte tient en très haute estime Diderot. Mais Comte dit aussi que le matérialisme des Lumières a été un matérialisme essentiellement destructeur. Un matérialisme essentiellement destructeur, ça veut dire que pour lui, le matérialisme des Lumières a servi à se débarrasser de ce qu'il appelle l'âge théologique. Voilà, pour le dire très vite. Se débarrasser de l'âge théologique, et c'est seulement en se débarrassant de cette période théologique que, comme vous le savez, on entrera dans ce que lui-même nomme le positivisme, l'âge positif. Or, je crois qu'il y a quelque chose d'autre que Dagonet retient d'Auguste Comte, c'est l'idée selon laquelle, au fond, la philosophie s'inspire des sciences et s'inspire de la logique qui est contenue dans les sciences. Une en particulier. Alors,
j'ai pas le temps, ça nous ferait rentrer dans des circonvolutions trop longues et probablement pas utiles ici, mais il y a un système de classification des sciences chez Comte qui est extrêmement important. Il dit, voilà, la première des sciences pour l'humanité, ça a été l'astronomie, c'est le fétichisme, etc. Et ce qui m'intéresse ici, c'est quelle est la dernière des sciences pour Comte avant le passage à la positivité. La dernière des sciences pour Comte, c'est la biologie. C'est-à-dire la science du vivant. Pourquoi, et je l'ai signalé très vite, Dagonier revient, d'abord il est médecin, il revient systématiquement dans de très nombreux livres sur cette question du vivant, dans la nature, dans Corps réfléchi, dans tout un tas de textes, peu importe. Quel est le grand mérite, et c'est l'héritage de Canguilhem aussi, quel est le grand mérite de la biologie? C'est une science qui est capable de faire voir l'intérieur et, en quelque sorte, de mettre l'intérieur à l'extérieur. Au fond, la biologie, c'est une manière de montrer ce qui se passe à l'intérieur des corps et d'en rendre visible l'ensemble des mécanismes. Donc, on a quelque chose qui est retenu par Dagonier ici, quelque chose qui reprend de Comte et qui cherche à montrer que la matérialité va de pair avec l'esprit qui s'y exprime. Autrement dit, plus on arrive à rendre visible l'intérieur, plus l'humanité elle-même progresse. Pourquoi ? Parce qu'elle nous sort de la subjectivité. Parce qu'elle est capable du coup de montrer que dans les objets constitués, alors on a affaire à une œuvre humaine intégrale. Au fond, plus un objet est capable de montrer la puissance des forces qui l'ont constitué, plus il a de valeur pédagogique, si on peut le formuler ainsi. Alors, je pense que j'aurais pu éventuellement insister là-dessus, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Je voudrais juste peut-être faire une dernière remarque en conclusion, et cette remarque touchera à la question de la représentation. Je pense que, je l'ai un petit peu dit jusqu'ici, le grand problème de Dagonier, c'est de se demander comment représenter et qu'est-ce que c'est que représenter. Pour y répondre, je fais un détour un peu abstrait, mais en fait pas tant que ça. Représenter, comme son nom l'indique, c'est présenter deux fois, et c'est un exercice auquel on se livre en permanence. Quand on veut expliquer quelque chose à quelqu'un, ou même simplement parler, nous représentons. Donc le problème de la représentation, on l'aura compris, c'est aussi le problème de savoir comment la pensée ou comment les idées peuvent s'inscrire dans la matière et comment la matière porte une trace de la pensée qu'il exprime. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que les philosophes, dans leur grande majorité, non seulement sont embarrassés par leur représentation, mais surtout, ils se méfient de cette représentation. Pour quelles raisons se méfient-ils de cette représentation ? Vous savez, je prends qu'un seul exemple, qui est un exemple platonicien, mais qu'on pourrait trouver chez des tas d'autres gens. Pourquoi les philosophes se méfient de la représentation ? Ça a une incidence politique très claire. À partir du moment où vous représentez, vous risquez de faire intervenir le doute. À partir du moment où vous représentez, vous aménagez la possibilité d'une tromperie, vous aménagez la possibilité d'un simulacre, vous aménagez la possibilité de la défiance. Pour que les choses soient peut-être le plus claires possible, je prends qu'un exemple, ce qu'on appelle la représentation politique. Qui représente encourt le risque de la trahison. Représenter, c'est le cas par exemple chez Platon, la représentation porte avec elle le risque de cette trahison. Il faut extérioriser la pensée, il faut produire une espèce de double, il faut produire une seconde version, et on voit bien que dans cette séparation de l'intelligible et du sensible, notamment chez Platon, nous sommes obligés, pour
rendre cette séparation réelle, nous sommes contraints de représenter, c'est-à-dire nous sommes contraints de recourir à des moyens matériels. Et évidemment, dans ce recours aux moyens matériels, eh bien, on va retrouver une opposition classique, l'opposition qui va être celle de l'intuition et de la représentation. L'intuition est une, immédiate, unique, fulgurante. L'autre est médiatisée, temporalisée, laborieuse. Et Dagonier montre assez bien que cette méfiance pour la représentation va entraîner une méfiance à l'égard de la matière elle-même. Méfiance à l'égard de la matière elle-même, je terminerai là-dessus, ça montre que, de fait, peut-être depuis le départ de la philosophie, ce désamour de la matière possède des conséquences concrètes et des conséquences qui vont jusqu'à nous. Lesquelles ? Je crois qu'un rapide coup d'œil nous en convaincra. Cette dévalorisation de la matière possède des effets idéologiques déterminants. Si on considère la sphère professionnelle, par exemple, plus un métier est proche de la manutention, le cariste, du transport, le chauffeur, de la récolte, le saisonnier, du nettoyage, etc., c'est-à-dire plus il est proche de la confrontation à la sphère matérielle, plus le métier se verra déconsidéré, voire dévalorisé. Ce désamour de la matière se retrouvera encore dans l'organisation de nos villes, les activités dites nobles, celles de la culture, celles de l'art, celles de la finance, ou de toutes les activités dites spéculatives, celles qui font travailler les tiers, se trouvent dans les centres urbains qui, en même temps, les concentrent. Et à l'inverse, les activités manufacturières, les usines, les industries fabricatrices, tout ce qui transforme les matières dites premières, se trouvent à l'extérieur, en périphérie ou en banlieue. Je rappelle que la question de la banlieue, c'est littéralement ce qui a été mis au ban, ce qui a été absolument abandonné. Donc on voit que la manière dont on considère la matière, la façon dont il y a des usages idéologiques de la matière, ont des effets, y compris dans le paysage, et que, pour revenir à mon point de départ, en tout cas pour revenir à ce que j'évoquais au départ, il est temps peut-être d'essayer de se demander comment redonner à cet imaginaire matérialiste de la modernité, comment est-ce qu'on va pouvoir réenchanter la matière elle-même, ce qui correspond à l'essentiel, il me semble, de la philosophie de Dagonier. Je vous remercie de votre attention.